Ensuite, notre point qui nous tenait à cœur dans cette campagne, c'était les jeunes. Alors, premièrement, on réfléchissait un peu à ce que pouvait faire un conseil général pour les jeunes. Nous, on pensait, c'était l'accès à la culture qui nous intéressait, c'est-à-dire que c'était comment amener les jeunes vers la culture. Et on se disait qu'il fallait leur faire un accès facilité et gratuit, d'avoir une espèce de petite carte, passe culture, ou on l'appelle comme on veut, hein, on n'est pas des spécialistes nous en communication, mais pour permettre aux jeunes de découvrir les offres culturelles et d'aller plus facilement. Parce que quand vous allez pour la première fois, vous y prenez peut-être goût et vous y revenez. Ensuite, sur la formation des jeunes, nous, il y a des expériences qui nous ont paru très intéressantes, qui se font dans pas mal d'endroits en France. C'est les écoles de la deuxième chance. Ce sont des écoles où des jeunes en échec scolaire ou déscolarisés reviennent, suivent des petites formations, font des stages en entreprise, etc. Tout ça pour les réinsérer dans le monde du travail. Ensuite, ce qui nous a intéressé aussi, c'est l'université. L'université sur la côte basque. Alors, je pense que vous vous rappelez, en 2009, le campus de la Nive a ouvert ses portes à Bayonne. Donc, on nous a raconté que c'était pour développer l'offre de formation pour les étudiants, que c'était très bien et tout. Pourtant, pour dire la vérité, pour en être étudiante, c'est juste un ravalement de façade. Hein. Entre l'ancien site de Saint-Croûte et le nouveau site de la Nive, aucune nouvelle filière n'a été créée. C'est exactement la même chose, mais dans des nouveaux murs. Il s'agit juste d'un déménagement. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un déménagement, c'est des nouveaux murs pour mieux cacher la misère. Hein. Parce que quand on connaît les dernières réformes de l'enseignement, en particulier sur l'enseignement supérieur et la LRU, l'idée c'est de former des grands pôles à 50 000 étudiants. Donc si on regarde localement l'offre d'enseignement supérieur, les grands pôles à 50 000 étudiants, ça sera Toulouse et Bordeaux. Ça ne sera pas Pau. Pau, avec ses 12 000 étudiants, il n'en est pas question. Et au contraire, c'est le contraire qui va se passer. C'est-à-dire que Toulouse et Bordeaux sont déjà en train d'essayer d'aspirer des filières de l'université de Pau. Alors autant dire que le campus de Bayonne, qui est un campus décentralisé de Pau, déjà qu'entre Bayonne et Pau, c'est tout le temps la guerre pour savoir qui va garder la filière, qui aura tant d'étudiants, etc. Bayonne, ce sera la dernière roue du carrosse, c'est évident. Et que c'est évident qu'à moyen terme, Bayonne, dans ces logiques-là, est une université, enfin une UFR qui est condamnée. Pareil pour Anglette. Hein. C'est les mêmes logiques. Alors, on peut se poser la question, quand on voit que le département a investi 4,7 millions d'euros dans la construction du nouveau campus bayonnais, on peut se dire que le département va vouloir surveiller ses investissements et va essayer de développer des nouvelles filières, etc., sur Bayonne ou sur Anglette. Absolument pas. Moi, j'ai été longtemps élue autant étudiante à la fac de sciences à Anglette, autant qu'à la fac à l'UFR du campus de la Nive à Bayonne et aussi au CEVU qui regroupe tous les organes à Pau. Il n'y a aucun représentant du département qui ne siège dans ces instances-là alors qu'ils y ont droit. Donc, apparemment, ça ne les intéresse pas énormément. Et alors, pour parler plus précisément de l'UFR de Bayonne, il n'y a aucun plan de développement qui est prévu pour attirer de nouveaux étudiants ou pour créer de nouvelles filières, enfin, pour être une université performante et attractive. Il n'y a absolument rien qui est fait, alors que c'est possible, avoir des petites universités qui sont attractives et performantes et reconnues au niveau international, ça existe. Il y a les exemples de Compiègne et La Rochelle, en particulier Compiègne, qui est assez connu et qui, dans les derniers classements qui sont sortis, puisque depuis la LRU, ça y est, ils ont été pour la première fois évalués et très bien notés. Pourtant, c'est une université qui a 8000 étudiants, donc il n'y a pas besoin d'être très nombreux. Donc c'est possible à faire. Et c'est possible, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a Bordeaux et Toulouse qui vont chercher absolument à avoir leurs 50 000 étudiants, et c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose à attendre d'eux pour Bayonne. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut qu'on se tourne vers les pôles universitaires du Pays Basque Sud, parce qu'on peut être très complémentaires, on n'étudie pas les mêmes sujets, ils ont beaucoup de choses à nous apporter, on en a beaucoup à leur apporter, et
Et je pense que ça pourrait vraiment être intéressant d'avoir une collaboration assez profonde avec ces pôles universitaires-là. Voilà pour l'université. On a aussi étudié la formation un peu tout au long de la vie. Alors, je ne sais pas si tu veux prendre la parole dessus. Je vais finir donc. Donc, sur la formation au long de la vie, il faut savoir qu'assez récemment, maintenant, les dispositions en ce qui concerne les congés, formation, les congés individuels formation et et individuel à la formation. les droits, voilà, individuels à la formation, les dispositions ont évolué. Et il se trouve qu'en fait les gens s'en rendent pas compte, mais ils cotisent donc tous les ans pour avoir un nombre d'heures, oui, pour avoir droit à la formation. Et les gens le savent assez peu. Et donc tout le monde est en train d'accumuler ces droits à la formation. Mais il se trouve aussi que d'une part les gens le savent assez peu, qu'ils ont ces droits-là. Mais de l'autre part, il n'y a pas vraiment d'organisme qui est prêt à leur proposer plein de formations. Donc ça pourrait être une impulsion départementale de coordonner un organisme qui puisse proposer des formations pour que les gens puissent continuer à se former tout au long de leur vie. Parce que c'est très difficile de pouvoir continuer à se former. Par exemple, on ne peut pas être étudiant et chômeur ou des choses comme ça. C'est très compliqué de recommencer des carrières en cours de vie. Donc, il y a des choses à faire de ce côté-là. Et maintenant, je vais passer la parole à mon collègue qui va vous parler de la dépendance et des retraites. Voilà. Alors, le gouvernement va attaquer à ce printemps avec les partenaires sociaux une étude sur un projet de dépendance pour les personnes âgées. Bon, alors difficile de dire aujourd'hui le jour ce que va proposer le gouvernement, comme le débat n'est pas engagé. Par contre, on ne peut pas dissocier ce débat de la dépendance de celui des retraites, qui pour nous n'est pas complètement clos. Et donc, au sujet des retraites, je voudrais revenir moi, sur des points qui nous paraissent importants. Et alors ces points sont ceux-là. Alors les retraites, avant même que les mesures qui ont été prises cet hiver soient instaurées, elles étaient déjà profondément injustes puisque en 2008, 85% seulement des hommes validaient les 37 ans et demi de cotisation qui leur permettaient d'avoir une retraite à taux plein. Donc on avait 80% des hommes qui arrivaient à valider ça, pour seulement 39% des femmes. Donc le résultat de cet état de fait, c'est que 70% des femmes étaient au minimum vieillesse. Alors l'allongement de la durée de travail va faire que le nombre va encore croître, le nombre de personnes, tant pour les hommes que pour les femmes, va croître. Donc ça va provoquer un appauvrissement de la population, de retraités. Appauvrissement qui est déjà constaté par les indicateurs qui sont mis en place dans des organismes non officiels mais non gouvernementaux comme la Croix-Rouge ou comme la Fondation Abbé Pierre qui assiste de plus en plus à l'augmentation de la pauvreté des personnes à la retraite. Alors, toujours au sujet des retraites, je voudrais revenir sur quelques idées reçues qu'on a essayé de nous faire admettre et dont nous pensons qu'elles sont fausses. Alors une de ces premières idées reçues, c'est que cette retraite, c'est une réforme qui s'appuie sur des perspectives d'allongement de la durée de la vie. Alors cet allongement de la durée de vie, si jamais elle est bien évidemment non contestable dans les 30 années passées, aujourd'hui le jour, on peut s'interroger si elle va continuer à progresser, la durée de la vie, avec la même amplitude que ce qu'on a constaté dans les 3 dernières décennies. Les 30 dernières années ont été des années de progrès sociaux en termes de santé, en termes de rémunération, en termes de logement. Aujourd'hui, le jour, un grand nombre d'indicateurs sont rouges, tant pour la santé que pour la difficulté, l'ensemble des difficultés qu'ont de plus en plus de personnes à vivre. Et on a assisté cet hiver à une chose extraordinaire. C'est la première fois depuis le 19e siècle. Aux États-Unis, la durée de vie a non seulement cessé de croître, mais elle a même descendu. C'est la première fois que ça a été constaté. Donc, aux États-Unis, cet hiver, on a constaté pour la première fois, non pas un allongement de la durée de vie, mais une baisse de l'espérance de vie. Et de toute évidence, cette projection-là, on peut projeter la même chose à nos sociétés européennes à assez court terme. Alors,
Je voulais parler aussi de l'assiette des cotisations patronales. Alors depuis 2 décennies, sous prétexte d'exonération fiscale destinée à aider les entreprises, on a littéralement vidé les caisses de retraite et d'assurance maladie. Et aujourd'hui, c'est aux salariés de payer ces cadeaux en travaillant plus, ce qui n'est pas normal. Et puis, est-il sérieux d'espérer voir des gens travailler jusqu'à 62 ans alors que les conditions sont de plus en plus difficiles, les conditions de travail sont de plus en plus difficiles, on demande de plus en plus d'efforts aux salariés. Et si on regarde bien les secteurs professionnels, on s'aperçoit que dans la quasi-totalité des métiers, il n'y a plus de plein emploi passé 56-57 ans. Et la France est d'ailleurs à le taux de personnes soit au chômage, soit en pré-retraite le plus important d'Europe. Et à 58 ans, il n'y a presque plus personne qui travaille en France. Donc est-il raisonnable d'espérer faire travailler les gens plus longtemps alors qu'on est déjà dans cette situation-là? Et puis que dire de ces millions de jeunes qui sont sans emploi, au chômage? Et il va nous falloir donc travailler jusqu'à 62 ans avec nos enfants qui seront au chômage sous nos toits. Donc on ne peut pas dissocier pour nous les justes rémunérations, la retraite, de la dépendance. Et voilà, on tenait à dire cela.